Bonjour! Cela fait maintenant plus d'un mois que le confinement a débuté. Face à l'isolement et aux changements qui ont été imposés à notre quotidien, beaucoup d'entre nous ressentent parfois de la tristesse. L'école de PNL de Lausanne tient à partager avec vous les conseils de Valérie Comte. Il est spécialiste en gestion des émotions, mais aussi coach, formateur, conférencier et le fondateur de l'école de PNL de Lausanne. Dans cette vidéo, il explique les mécanismes de la tristesse et donne plusieurs clés pour apprendre à s'y confronter. Excellent visionnage à vous! C'est parti. C'est parti. Alors, on va maintenant parler de la tristesse. Est-ce que tu arrives à m'expliquer ce qu'est la tristesse? Quels sont ses mécanismes? Ok. Alors, de nouveau, on repart sur l'idée que la tristesse, c'est une émotion. Elle est composée de plein d'autres sous-émotions, la déprime, l'ennui, entre autres. Et c'est un message. Et c'est un message, de nouveau, c'est un message positif de notre cerveau qui nous dit il y a un truc qui ne va pas. Entre autres, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a une perte de lien avec quelque chose. Donc c'est vraiment le lien qui nous intéresse, c'est pas tant le quelque chose. C'est-à-dire que j'ai un message de tristesse qui va me dire tu perds le lien avec quelque chose. Si c'est quelque chose qui ne reviendra jamais, c'est un deuil à faire, il y a cette étape de deuil, ça on n'y coupe pas. Il y a une vidéo de Thierry Calfas, si jamais je profite, mais une autre vidéo d'un autre prof de notre école qui a fait, on a fait des vidéos et il parle du deuil avec les étapes du deuil, si ça vous intéresse. Thierry Calfas, c'est concept stratégique, ça s'appelle. On la mettra en lien du coup. Voilà, ok, on la mettra en lien, qui parle du deuil. Donc j'ai une perte de lien. L'intérêt est de se dire, ok, maintenant j'ai une perte de lien, la priorité pour moi, c'est de me mettre en lien. C'est-à-dire que je perds le lien avec quelque chose, le meilleur moyen de dépasser cette tristesse, tout en prenant en compte qu'elle est naturelle et fondamentale, ça veut dire qu'on ne peut pas l'enlever, on a besoin de passer cette période de tristesse, alors ça dépend des événements. Une fois qu'on a passé, ou en tout cas pour en sortir le plus rapidement, c'est de se mettre en lien. Alors, par exemple, on va dire aux dépressifs, allez faire du sport, parce qu'on ne peut pas déprimer en faisant du sport, c'est physique et neurologique. Donc voilà, le but c'est de se mettre en lien. Donc, comment je peux me mettre en lien? Et c'est pas une question de discuter de sa tristesse avec des amis, c'est juste d'être avec ses amis. Même si on parle d'autre chose, il n'y a pas forcément besoin d'exprimer cette tristesse, il y a surtout besoin d'être en lien. Je pars en vacances, quand je suis dans l'avion, dans la voiture, ou les quelques jours après le retour, je suis un peu triste. Donc je perds ce que représentaient les vacances pour moi. Quand je pars 6 mois en voyage, 3 mois de dépression. Quand je pars 1 année, 6 mois de dépression. Quand je pars 3 ans, 1 année et demie de dépression. Non. Mais c'est juste que j'ai vécu des choses, ça a satisfait des besoins, ça a satisfait des valeurs, et je perds le lien avec cette satisfaction-là. Je perds le lien avec une personne, mais c'est pas tant, c'est triste à dire, ou c'est un peu rude à dire, mais c'est pas tant la personne. C'est ce qu'elle représente pour moi, c'est ce qu'elle alimentait chez moi, c'est ce qui se passait entre nous. Donc lorsque je perds une personne avec qui, par exemple, je sais pas, je faisais beaucoup de sport, l'intérêt il va être de rapidement faire ce sport avec d'autres personnes. Ou autrement, mais en tout cas trouver quels sont les besoins qui étaient satisfaits et puis comment je vais pouvoir les satisfaire autrement. Je perds mon chat, moi j'aime pas vraiment les chats, c'était le chat de ma copine. N'empêche que le jour où il est décédé, quand même un peu triste. Et j'ai juste réalisé que j'aimais bien cette présence qui venait me dire bonjour à la porte quand je rentrais le soir, ou j'aimais bien quand il me faisait rigoler parce que j'étais en plein travail hyper concentré puis il venait se balader sur le clavier de l'ordinateur. Donc on va dire le chat, je m'en fiche un peu, mais n'empêche qu'il générait quelque chose dans ma vie qui me faisait du bien, et puis j'ai perdu ça en fait, j'ai perdu ce lien avec ces choses-là. Donc comment les retrouver? Alors il y a des gens qui reprennent un chat, mais ça c'est chacun son choix. C'est une façon de faire. C'est une façon de faire. Ouais, voilà. D'accord. Et du coup, pour les personnes qui sont peut-être très déconnectées d'elles-mêmes ou qui refoulent souvent, comment elles pourraient prendre conscience de leur tristesse? Alors, je dirais on peut élargir. On va parler de personnes qui sont déconnectés de leurs émotions au sens général ou coupés de leurs émotions. Il y a des gens qui vont s'exprimer en disant mais je sais même plus ce dont j'ai besoin. Je connais pas mes besoins. Je suis tout le temps en train de faire des trucs pour les autres. Je fais plaisir. Des fois ça me fait plaisir, mais moi qu'est-ce que je veux? Je sais pas ce que je veux. Alors on peut être coupé à ce niveau-là. On peut être coupé juste dans l'émotion. On vit des choses mais finalement ça passe pas. Il n'y a pas vraiment de vécu émotionnel.
ce qui n'est pas complètement juste, parce qu'au fond, oui, il y a un vécu, mais sauf que j'ai des stratégies pour couper tout ça. Et je pense qu'en Gestalt, on parle de ça, il y a un processus. On sait que les premiers symptômes ou alertes émotionnelles qui vont nous indiquer une émotion, un besoin non satisfait, ça va être de l'agitation. Donc tout ce qui est tremblement, mouvement, agitation mentale, c'est besoin non satisfait. Et la Gestalt va nous expliquer qu'il y a un processus qui se met en place jusqu'à un stade qui s'appelle l'inhibition. Et c'est ce stade qu'on va retrouver, on le retrouve passablement dans la culture suisse. Pourquoi? Parce qu'on a une éducation qui nous dit « fais attention aux autres avant de faire attention à toi ». On va nous dire faut pas faire de bruit après 22 heures pour pas déranger le voisin. On va sortir 3 fois de sa voiture pour bien parquer sa voiture ou garer sa voiture dans la place de parc à bonne distance pour que tout le monde puisse bouger. On va laisser sa place dans une salle de restaurant ou un spectacle. On a tendance à penser à l'autre avant de penser à soi. Alors pas tout le monde, mais c'est vrai que c'est très éducatif. À force de faire ça, on est dans l'inhibition, c'est-à-dire qu'on sait plus, on est tellement orienté vers besoin de l'autre qu'on perd le sentiment vis-à-vis de nous. Donc, comment renouer, finalement c'est ta question, comment renouer avec ça? Un des principes les plus basiques, c'est d'arriver à se reconnecter aux choses les plus simples de la vie. C'est de savoir si j'aime boire du thé ou du café le matin, ou de l'eau, ou est-ce que j'aime marcher, est-ce que j'aime prendre mon enfant dans les bras, est-ce que j'aime surfer un moment sur internet, est-ce que j'aime jouer à des jeux vidéo, est-ce que j'aime manger quelque chose en particulier. Donc l'idée ça va être d'amener la personne à se reconnecter avec des basiques et de lui permettre de les satisfaire. Donc j'aime le café, je veux boire un café le matin, je fais en sorte dans ma vie de pouvoir aller boire un café dans un tea room le matin parce qu'en fait c'est pas juste le café, mais c'est le fait d'être avec du monde autour, que ça bouge, qu'il y ait du bruit. Ok, ça je sais que j'en ai besoin, je le fais. Donc ça va être de reprendre le pouvoir sur le temps, réorganiser sa vie en partant sur des b.a.-ba, des basiques de vraiment premiers besoins. Puis ensuite, au fur et à mesure, on va en rajouter, jusqu'à l'extrême où on va dire « Ah ben non, j'ai pas envie de rendre service à cette personne. Ah ben on m'a demandé pour déménager le week-end prochain, ben non, je préfère me reposer. » Donc je vais apprendre à dire non, mais c'est ça, finalement, c'est de revenir sur soi, puis de reconstruire une sorte de pyramide de satisfaction, on peut parler de Maslow, mais une pyramide de satisfaction, déjà les basiques, ce que j'aime manger, ce que j'aime boire, dormir, voilà. Puis ensuite on construit jusqu'à arriver à des choses peut-être plus futiles, mais qui font aussi partie de la vie, comme dire non pour une soirée, ou aller au cinéma, ou aller faire du ski, c'est pas pareil, enfin ce genre de choses. Donc c'est vraiment de progressivement reconstruire finalement l'orientation vers soi et la cohérence avec ce qui est important pour moi. Super. La tristesse parfois peut prendre des formes très douloureuses, peut durer longtemps, peut se transformer en dépression. Oui. Comment on fait en fait quand on en arrive à ce stade-là? Oui. Comme je le disais, la tristesse c'est une perte de lien. Donc la priorité, ça va être de se mettre en lien avec des choses qu'on aime. Donc ça va être, on va dire, la priorité c'est d'abord d'identifier et reconnaître mes besoins, ensuite d'identifier et reconnaître mes valeurs, puis finalement de définir, ok, dans ma vie, qu'est-ce que j'aime vivre, qui satisfait ces besoins et ces valeurs, comment est-ce que je fais pour satisfaire ces besoins et ces valeurs, et ensuite ça va être de se mettre en lien avec les choses qui vont satisfaire ces besoins. Donc si on doit reconstruire ou construire, ou si cette tristesse elle est omniprésente, il peut y avoir, il y a plein de choses, c'est difficile de répondre à ça. Il y a des gens qui vont me dire non mais pas du tout, en fait moi je suis triste parce que je sais pas, je repense systématiquement à toute ma famille qui est décédée à tel endroit, ou voilà, ok bien sûr, il y a plein d'exemples. Mais l'idée c'est qu'il y a une perte de lien avec cette famille, et donc elle représentait quelque chose, elle nourrissait quelque chose chez moi. Comment est-ce que je vais pouvoir faire le deuil de cela? Et comment est-ce que alors, il y a de l'accompagnement pour ça, et comment est-ce que je vais pouvoir retrouver ce lien? C'est une orientation d'esprit aussi. Comment est-ce que je vais pouvoir retrouver ce lien dans d'autres choses de ma vie? Après, on fait un travail où on va se poser des questions qui sont plutôt pertinentes. C'est finalement, si j'avais pas vécu ça, qu'est-ce que j'aurais pas appris? Ou alors, qu'est-ce que j'ai appris de cet événement? Donc, il y a un événement qui me rend triste. Qu'est-ce que j'ai appris de cet événement? Il y a peut-être de la tristesse à les savoir. On sait, on se rend compte que, des fois, il y a de la tristesse qui ne nous appartient pas. Peut-être que c'est la tristesse d'un parent
Peut-être que c'est de la tristesse d'un parent qu'on n'a même pas connu, parce que ça arrive. Mais il y a un moment où on va arrêter de focaliser notre esprit sur ce qui déclenche cette tristesse et se demander mais comment je pourrais maintenant passer à autre chose. Et c'est facile à dire comme ça, mais c'est pas forcément facile à mettre en place, quoique, parce que souvent, il y a un truc que j'aime bien dire dans les cours, c'est qu'il y a des événements de la vie qui semblent être des montagnes, qui sont là depuis longtemps, qui engendrent beaucoup de choses, et on a l'impression que ça va être très très compliqué de régler ça. Et très souvent, on fait une technique en particulier qui va durer 40 minutes, 1 heure, et on règle le truc. Et il y a des choses qui sont beaucoup plus basiques de la vie quotidienne, comme, je sais pas, je retourne 3 fois vérifier si j'ai fermé ma porte à clé. Et là-dessus, il faut 10 séances et encore, et des fois on s'acharne parce qu'on ne trouve pas, la porte d'entrée. Et là, il y a une notion systémique qui entre en compte, c'est que plus, on va dire, le système est important et imposant, plus il y a de portes d'entrée, plus c'est facile de venir agir dessus. Donc, quelque chose qui est un événement traumatique, par exemple, mine de rien, il est composé de plein de rouages. Et c'est plus facile d'aller agir parce qu'on a plein de rouages pour entrer en action. Alors que le truc du style « je me lave les mains 15 fois par jour », à la fois c'est hyper simple, et à la fois c'est hyper contraignant, et en même temps, comment on va entrer en... Alors c'est possible aussi, mais c'est juste pour dire que le message à passer, c'est pour les gens qui n'ont jamais osé aller faire de la thérapie brève, s'il vous plaît. On va éviter de passer 10 ans en psychanalyse, mais... même si ça aide certaines personnes, seulement je ne suis pas dans ce courant-là. Donc nous on est orienté solution, on va se demander comment on fait pour sortir de là, qu'est-ce qu'on veut à la place. Pour les personnes qui n'osent pas y aller, il y a toujours les cours parce qu'on ne fait pas de la thérapie, mais on donne tous les outils pour la faire. Mine de rien, oui, si j'ose pas y aller parce que mon truc me paraît énorme et gigantesque et qu'en fait non, c'est pas possible, ça sert même pas d'essayer, c'est faux, en fait, il se trompe. C'est au contraire, peut-être même ce sera plus rapide que pour d'autres. Donc voilà. Parfois, on a peur d'accabler nos amis avec de la tristesse. On ressent qu'on a envie de la partager, mais on a peur de les embêter. Est-ce que c'est important de partager ça avec eux, ou est-ce que c'est mieux de gérer ça de son côté ? Alors là, moi, je suis pas conseiller conjugal. Non, mais je veux dire, c'est personnel à chacun. Si quelqu'un, ça lui fait du bien de partager sa tristesse, qu'il partage sa tristesse. Si les amis sont disponibles pour ça, ils sont des amis. Donc voilà. Après, si on sent que ils sont pas disponibles ou que au bout d'un moment ils en ont un petit peu ras-le-bol, on va peut-être arrêter. Nous, ce qu'on aime dire dans notre manière de pratiquer, et puis je dis on parce que j'incorpore les gens qui travaillent avec moi, les thérapeutes, les coachs. Ce qu'on aime dire, c'est que les amis sont pas des aides, parce qu'un ami, il vous console, un ami vous comprend. Pour aider quelqu'un, on va pas le consoler, on va pas le comprendre. On va lui poser des questions et on va l'amener à sortir de là où il est en lui posant des questions qu'un ami ne pose pas. Et oui, si ça me fait plaisir, si ça me fait du bien, j'en parle à mes amis. Si au bout de 10 fois, rien ne change pour moi, pourquoi continuer à en parler ? Finalement, non, c'est qu'il faut que je m'y prenne d'une autre manière. Et la solution n'est pas d'en parler. Mais ça demande de prendre un peu de recul sur soi. Et il y a des personnes qui vont en parler toute leur vie, sans jamais solutionner. Et s'ils sont heureux, moi j'ai pas de problème avec ça. Après, s'ils sont malheureux, peut-être que l'idée ce serait de faire autre chose. Nous on va être dans le coaching, dans la thérapie brève, on est dans du questionnement pertinent. On ne dit pas toujours des choses qui font plaisir aux gens, mais le but c'est de les faire bouger, de les faire avancer. On pourrait poser une question simple: si tu continues à en parler à tes amis comme ça encore pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 50 ans, qu'est-ce qui va se passer pour toi ? Ça, c'est une question de coach un peu taquin, mais de challenge, d'aller chercher, ok, tu veux continuer comme ça, vraiment ? Il y a des gens qui se font la tête depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, qui se parlent plus, qui sont malheureux de ne plus se parler. Et quand on leur demande, mais qu'est-ce que tu as fait pour que ça change ? Rien, c'est lui qui a commencé. Intéressant. Donc voilà, chacun son concept, mais moi je peux pas concevoir les choses comme ça. Si je suis malheureux de quelque chose, à moi de prendre la responsabilité d'essayer de changer les choses, ou de faire changer les choses. Et même si c'est à cause de l'autre, il faut savoir qu'on est toujours deux.
On est toujours deux dans une relation, ou plus. Mais je veux dire, on est tous co-responsables de ce qui arrive. Et même si l'autre a dit quelque chose qui a créé un conflit, j'en fais partie. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Qu'est-ce que je n'ai pas écouté? Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Qu'est-ce qu'il aurait voulu entendre? Voilà. Super. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. Si vous pensez qu'elle peut être utile à votre entourage, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube de l'école de PNL de Lausanne pour suivre les prochaines vidéos. À bientôt!